Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous allons faire un focus sur la rentrée scolaire. Nous en parlions il y a quelques mois, il y a quelques semaines ici. Il disait que le ministre de l'EPST sera de nôtre pour pouvoir nous dire ce qui se passe dans son secteur. D'emblée, nous commençons ces briefings sur une note triste parce que vous savez que nous avons perdu un des nôtres, la personne d'Estéphi Mukinzi, d'une mort par accident en France où il séjournait. Nous voulons, à travers ces mots, lui rendre hommage et rendre hommage à toute sa famille. Nous nous assurerons de porter l'appui qu'il faut parce que, fort malheureusement, il faisait partie de la famille et il travaillait aussi, je crois, dans la chaîne de l'éducation. Le moment venu, nous aurons l'occasion de lui rendre hommage. Bien avant d'ailleurs de plonger dans les vifs du sujet de ce soir, je voudrais faire un rapide récapitulatif. Vous savez qu'au dernier Conseil de ministres, les derniers événements du Nord Kivu du 30 août dernier à Goma étaient au centre des discussions. Et vous avez vu qu'immédiatement après le Conseil de ministres, le président de la République a décidé de l'envoi sur place d'une mission interministérielle. Les premières décisions sont tombées dans la nuit. Deux commandants, un colonel, je pense, de Forces armées de la République démocratique du Congo a été inculpé. Je crois que le procès en flagrance pourra commencer demain ou après-demain. Nous aurons l'occasion de revenir avec force détail dans un briefing avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui conduit la délégation. D'autres mesures administratives seront prises et annoncées sûrement ce soir parce qu'au moment où nous vous parlons, ils sont encore en réunion. Ils ont été sur place sur les lieux où les drames s'est produits et nous allons tirer toutes les conséquences qu'il faut, comme nous l'avions annoncé dans le communiqué des départs où nous avons dit, et le Premier ministre s'est assuré que justice soit faite. Nous aurons l'occasion, les moments venus, après cette phase d'enquête évidemment, d'exprimer toute notre solidarité aux familles des compatriotes qui ont été fauchés par ces tristes événements. Voilà ce que je pouvais dire sur ces chapitres. On pourra peut-être revenir sur l'une ou l'autre question. Mais ici, ce soir, nous voulons, Monsieur le ministre Tony Mwaba, bonsoir. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans ces cadres de redevabilité. Oui. Il y a quelques semaines, il y avait plusieurs questions, notamment est-ce que la rentrée scolaire sera effective dans le Rutshuru, dans les parties touchées par l'insécurité. Nous savons que vous travaillez ardemment pour l'exécution de la mesure phare du quinquennat du président de la République, qui est celle de la gratuité. Et d'ailleurs, nous avons connu beaucoup de progrès à ces sujets. Peut-être que ce sera l'occasion, non pas de nous faire le bilan général, parce que s'il faut dire tout ce qui a été fait, on ne pourra pas terminer cet exercice, mais de nous donner un rapide aperçu. Et donc, soyez les bienvenus dans ces cadres de redevabilité. Mais d'abord, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les Congolais qui nous suivent ont envie de savoir est-ce que la rentrée bel et bien effective en ce lundi 4 septembre et quelles sont les mesures que vous avez prises pour que l'année scolaire 2023-2024 soit une année scolaire réussie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, collègue. Je voulais, dans le cadre de cet exercice, confirmer que la date du 4 septembre a été respectée pour la rentrée scolaire, donc fini donc les vacances. Les bleus blancs ont démarré aujourd'hui jusqu'au 2 juillet prochain dans le cadre de ce calendrier scolaire qui a été finalement normalisé. Donc dans l'ensemble, il faut dire que la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire, sinon dans les 60 provinces éducationnelles. Elle a été lancée ici à Kinshasa par nous-mêmes, en province, soit par le gouverneur, les ministres provinciaux ou bien l'administrateur du territoire. Il y a des coins comme Goma par exemple, les élèves n'ont pas pu regagner les écoles à cause de la journée ville morte qui a été décrétée par la société civile. À Chikapa, une très forte pluie s'est abattue ce matin, empêchant donc aux bleus blancs de regagner les parcours scolaires. Donc, dans l'ensemble, voilà, ça a été très effectif. Et une mention spéciale, par exemple, à l'Ituri. Hein? Pourtant, c'est un coin où il y a l'insécurité. On a enregistré une grande affluence des enseignants et des élèves dans les écoles. Dans le Nord Kivu 3, on a signalé que les parents de la sous-division Massissi 3
sous occupation du M23, ont refusé d'envoyer les enfants à l'école, tout simplement par peur de voir leurs enfants être enrôlés par les forces des rebelles ou des terroristes qui sont sur place. Donc une façon pour la population de dire non à ces mouvements rebelles. Mais nous avons demandé aux cadres provinciaux de prendre des dispositions pour que d'autres mécanismes soient mis en place afin que ces élèves puissent étudier. Alors, il est bon de le dire, lorsque nous parlons de la situation de l'insécurité au Nord Kivu en Ituri, c'est là aussi un impact dans les sous-secteurs de l'EPST. C'est l'occasion d'en parler également. Il faut dire que dans le cadre de l'insécurité qui se vit à l'Est, il y a eu au moins 708 écoles qui ont été détruites ou incendiées. 708. Et à part les 708, vous avez 51 écoles qui sont occupées par les déplacés internes, qui se servent des écoles comme abri, qui se servent aussi des bancs comme les bois de chauffage. Et des élèves et des enseignants ont été effectivement affectés aussi. Au niveau primaire, vous avez 268 631 élèves qui sont privés de la scolarité. Au niveau secondaire, vous avez 50 496 élèves qui ont été privés de la scolarité. Au niveau maternel, 1838. En ce qui concerne les enseignants, au niveau primaire, 5 916 enseignants ont été privés de la scolarité également, de la formation des enfants. Au niveau secondaire, 1939 et au niveau maternel, 46. Alors, sur ce point de la rentrée scolaire, je voulais aussi signaler au niveau de Kwamuntu également. Kwamuntu cité, un certain président d'une certaine société civile a demandé aux parents de ne pas envoyer les élèves à l'école dans le cadre des conflits qu'il aurait avec le gouverneur. Donc, il a trouvé les terrains de l'EPST comme les rings pour en découdre avec le gouverneur avec qui il serait en conflit. Conséquence, les enseignants se sont retrouvés dans les écoles, mais sans élèves. Mais les cadres locaux ont passé des messages pour que demain, ces enfants puissent reprendre les chemins de l'école. Par contre, au niveau de Kwamuntu, de la périphérie de Kwamuntu, les activités scolaires ont repris normalement. Voilà ce qu'il faut noter sur ce chapitre donc, de la rentrée scolaire. Elle est effective en dépit de quelques incidents que je viens de signaler, surtout dans les coins où sévit l'insécurité. D'accord. Voilà, Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour cette introduction. Vous comprenez que nous aurons vous laisser plus de temps aux médias pour que nous puissions aller dans les vifs du sujet, notamment sur cette question de la gratuité. On va commencer cette série de questions avec Monsieur Pichu Mulumba. Merci beaucoup pour la parole. J'ai deux petites préoccupations au ministre de l'EPST. Monsieur le ministre, c'est une rentrée scolaire qui intervient dans un contexte des tensions liées notamment à la persistance des zones salariales dans le pays. Comment comptez-vous répondre à cette problématique? Et puis, j'ai note des statistiques que vous venez de donner, qu'elles sont inquiétantes en termes concernant les élèves privés des scolarités à cause notamment de l'occupation. Mais quelles sont les dispositions prises pour finalement assurer la scolarité à tous ces enfants? C'est tout? Merci beaucoup. La question des disparités salariales, on en parle toujours, mais on a déjà eu l'occasion, sur ces plateaux et même ailleurs, d'indiquer qu'au niveau de l'EPST, les enseignants ont tous un même salaire, et les salaires de base. Ce qui différencie les disparités, c'est au niveau des primes des transports, mais aussi des indemnités de logement. Lorsqu'on est, par exemple, à Kwamuntu, on n'est pas confronté au même taux de logement
que lorsqu'on est, par exemple, en pleine ville de Kinshasa ou en pleine ville de Lubumbashi. Donc, les salaires de base est le même, mais la différence, c'est au niveau des indemnités de logement et de transport. Alors, cette question avait soulevé vraiment des débats entre les bancs syndicales et les bancs gouvernements l'année passée à Mbouela. Tous les enseignants qui sont dans les territoires ont aussi protesté pour dire que le fait d'être en ville ne doit pas justifier qu'ils aient ces indemnités un peu plus élevées que les autres, parce que nous aussi, nous sommes en brousse, nous souffrons, nous connaissons aussi des difficultés qui sont appropriées à la brousse. Pour régler la question, le gouvernement a donné ce qu'on a appelé la prime de la brousse à tous les enseignants qui sont dans les territoires, et c'est une prime de 50 000 francs par enseignant pour compenser effectivement cette disparité-là. Donc, lorsque nous parlons de 50 000, vous allez prendre, aujourd'hui on a à peu près 700 000, plus de 700 000 enseignants aujourd'hui. Plus de 700 000. Et lorsque vous enlevez juste ceux des grands centres, vous avez au moins la moyenne de plus de 400 000 qui sont dans les territoires. Et au niveau primaire, vous avez plus de 300 000. Et vous avez tous ces enseignants qui sont vraiment là, 80% des enseignants, c'est dans les territoires. Et ils bénéficient effectivement de ces 50 000 en termes de primes de brousse. Parce que très souvent, on minimise 50 000, on ne peut pas en parler. Mais faites-le multiplier par plus de 400 000 enseignants, vous allez comprendre que ça peut nous prendre la moitié du budget de l'État. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne les écoles qui ont été privées de la scolarité, surtout dans Rutshuru et Masisi particulièrement, et tous les déplacés qui sont à Goma, nous avons, dans le cadre de mettre en place des mesures d'assurer leur scolarité. Nous avons le fonds de promotion de l'éducation et de la formation avec qui nous avons tenu des réunions ensemble avec la ministre provinciale du Nord Kivu. On a pris des dispositions pour construire des tentes très rapidement là où se trouvent des déplacés, de manière à ce que tous les enseignants et les élèves déplacés qui se retrouvent tous au même endroit puissent, n'est-ce pas, continuer les activités scolaires. Parce qu'il y a des enseignants et leurs élèves, ils se retrouvent, nous allons juste déplacer les écoles dans les tentes pour organiser cette année scolaire, le temps que la situation puisse se normaliser. Voilà, on va prendre la prochaine question avec Jacques Moulouba. Merci. Je pose mes questions au ministre de l'EPST. Je commence d'abord par encenser ce que j'ai admiré. Monsieur le ministre, nous avons constaté que la rentrée scolaire de cette année a été moins tumultueuse par rapport aux autres années. En tout cas, nous étions habitués à voir un peu la guerre des communiqués entre les syndicats, le gouvernement, le ministère. Mais cette fois-ci, en tout cas, c'est comme si ça s'est passé comme sur des roulettes. Je ne sais pas quelle est la recette que vous avez empruntée. En tout cas, je salue la démarche. Mais néanmoins, il y a quelques questions. Pichou l'a dit. Je voudrais être clarifié une fois pour toutes, monsieur le ministre, en ce qui concerne certains élèves de Rutshuru, de Masisi et de Kwamut. Vous avez évoqué les difficultés liées à l'occupation des écoles, à ceci, à cela. Mais quel est le sort finalement de ces élèves? Vont-ils étudier finalement ou pas? Et au cas où ils ne commençaient pas l'année, est-ce que ce n'est pas une forme de partition du pays dans le secteur de l'éducation? Une autre question. Nous avions suivi dernièrement un communiqué du ministère demandant aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, même si c'est avec les anciennes uniformes, avec les anciens cahiers, et avec une exigence donc que les responsables, les chefs d'établissement ne puissent pas exiger l'acompte ou les acomptes, l'argent, avant de commencer les enseignements. Aujourd'hui, je vous apprends que dans certaines écoles, effectivement,
on demande l'argent, il faut avancer quelque chose avant de commencer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Êtes-vous au courant de ça? Quelles sont les mesures que vous allez prendre? Est-ce que c'était simplement des actions de charme ou vous allez quand même continuer et apporter des solutions effectives? La dernière question, c'est par rapport aux retraités de 2020, 2018, 2019 qui continuent à venir frapper à votre porte sans être reçus. Quel est le sort que vous leur réservez? Merci. Voilà, Monsieur le ministre. Merci. La rentrée scolaire moins tumultueuse, je crois qu'on devrait s'habituer dans le cadre de la normalisation des choses. Et effectivement, c'était des mauvaises habitudes parce que à la veille de la rentrée, ça devenait des moments de pression, de chantage, ainsi de suite. Et bien que souvent fondés dans les revendications, mais ici la recette c'est les dialogues social permanents voulus par le président de la République et suivis régulièrement par le Premier ministre. Donc avant la rentrée, nous avons été à Mbouela dans le Congo central pour évaluer les degrés d'exécution des engagements que le gouvernement avait pris en faveur du banc syndical. Une fois ici, j'avais indiqué que notre gouvernement a hérité d'une situation du gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'il y a des accords qu'on appelle les accords de Bibois qui ont été signés entre le banc gouvernement et le banc syndical par le gouvernement qui nous avait précédés. Ils ont signé, mais sans exécuter. Et nous avons hérité ça, et notre gouvernement est en train, effectivement, d'exécuter ces engagements-là, parce qu'on a l'impression que vous prenez des engagements, vous n'exécutez pas. Notre gouvernement, Sama Lukonde, n'avait pris aucun engagement. Au contraire, il est en train d'exécuter les engagements hérités. Et en termes d'évaluation, on peut même dire qu'on doit avoir exécuté à hauteur de 65%, voire même 70% des engagements qui étaient pris par les autres. Et le maintien de ces dialogues-là fait que lorsqu'il est sincère, lorsqu'il est entretenu de façon permanente, en tant que partenaire, c'est-à-dire banc gouvernement, banc syndical, on arrive à se comprendre et c'est ce qui fait que les résultats, c'est la rentrée scolaire apaisée. Ce n'est pas seulement cette année, déjà l'année passée, les choses sont revenues à la normale et le gouvernement est conscient de ses engagements, de ses responsabilités, dans le cadre du maintien du dialogue social, insisté toujours par le président de la République. Nous sommes sur terrain, nous veillons sur cela et les résultats, c'est celui auquel vous faites allusion. Alors, Rutshuru, Masisi, Kwamutu, j'ai indiqué ici que dans les zones où il y a conflit, vous avez les Rutshuru, Masisi. Et ce n'est pas, il faut que je le précise, hein, au niveau du ministère de l'EPST, on ne parle pas en termes de provinces administratives. Nous parlons en termes de provinces éducationnelles. Par exemple, à Masisi 3, Nord Kivu, Masisi 3, je l'ai dit ici, les parents ont refusé d'envoyer les enfants dans les écoles parce qu'ils ont peur, comme c'est occupé, que ces enfants puissent être transformés en enfants soldats. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de déplacés dans ces coins. Si je vous dis par exemple à Rutshuru, plus de 250 écoles ont été fermées. Enseignants et élèves se sont déplacés vers Goma. La solution trouvée, c'est créer des écoles détente sur place dans les camps de déplacés. Au moment où nous vous parlons, il y a un état de besoin qui a été déjà déposé par la ministre provinciale. Encore que c'est une responsabilité provinciale, mais nous sommes dans une situation particulière. Le gouvernement central s'assume pour qu'on monte des tentes et que les enseignants qui se retrouvent dans les camps de déplacés, en face des élèves qu'ils connaissent, nous avons déplacé juste ces écoles-là pour que ces enfants puissent poursuivre leur scolarité sans problème. C'est le cas
avec Kwamutu également, je l'ai dit, dans la Kwamutu cité, il y a eu juste quelqu'un qui a un conflit politique, il a décidé de passer les messages à la radio. N'envoyez pas les enfants parce ils seront persécutés et les parents ont eu peur. Alors les cadres provinciaux déjà sensibilisés, dès demain matin, la situation va reprendre, mais dans la périphérie de Kwamutu, les écoles ont ouvertes, les écoles ont accueilli et enseignants et élèves, et ça va se poursuivre comme ça. Vous avez suivi la question de tous ces terroristes du M23. C'est bien, vous voyez, j'ai donné le nombre d'écoles qui sont détruites, qui sont incendiées, plus de 700. Des écoles qui servent d'abri, les bancs qui servent de bois de chauffage, plus de 50. Voilà les conséquences de la situation qui se passe dans les zones sous-occupées. Lorsque nous parlons de terroristes, nous pesons bien les mots, parce qu'effectivement, quand on ne l'est pas, on ne peut pas détruire une école. Quand on ne l'est pas, on ne peut pas effectivement empêcher la scolarité des enfants. Tout à fait. Et j'ai suivi même quelqu'un qui appelait les parents à envoyer les enfants. Les parents refusent parce qu'ils ne peuvent pas donner caution à ces situations de terrorisme. Et vous avez déjà entendu qu'un terroriste qui appelle les enfants, les parents envoyer les enfants à l'école, mais vous ne payez pas ces enseignants-là. Venez me payer les enseignants alors. Parce que c'est nous qui continuons à prendre la charge des enseignants et aussi des écoles. Nous accordons les frais de fonctionnement. C'est comme ça que, même pour les enseignants qui vont prendre en charge les enfants dans les camps de déplacés, ils continuent à être pris en charge par l'État. Ils bénéficient de leur salaire. Ces écoles bénéficient des frais de fonctionnement. C'est comme ça qu'ils doivent fonctionner même dans les tentes en attendant que la situation se normalise. Enfin, avant la question de la retraite, vous parlez des acomptes qui sont demandés dans certaines écoles. C'est peut-être l'occasion de fixer l'opinion. Nous parlons de la gratuité. La gratuité, c'est dans les écoles primaires publiques. Ceci voudrait dire qu'il faut exclure la gratuité dans les écoles privées. L'année scolaire a démarré. Les parents doivent savoir que quand vous orientez vos enfants dans les écoles privées, il faut s'attendre à payer. Dans les écoles maternelles, qu'elles soient privées ou publiques, et les écoles secondaires, il n'y a pas de gratuité. Si vous avez un enfant au niveau maternel, au niveau secondaire, dans les écoles publiques, tout comme maternelle, primaire, secondaire, dans les écoles privées, il faut s'attendre à payer. Il n'y a pas de gratuité. Donc, il y en a par ignorance. Quand vous apprenez que dans une école secondaire, on a demandé les frais, il n'y a pas de gratuité, mais vous, votre enfant, vous l'avez mis où? Dans les écoles primaires publiques, c'est là qu'il y a la gratuité. Et là aussi, il faut faire la différence. Dans les écoles primaires publiques, il y a des écoles conventionnées et les écoles non conventionnées. Les non conventionnées, c'est ce que vous appelez les écoles officielles, appartenant totalement à l'État, bâtiments, ainsi de suite. Mais les écoles conventionnées, ce sont celles qui ont signé une convention scolaire avec l'État. Et comme des partenaires, ils accompagnent l'État sur la thématique éducation. Ceux-là, comme ils sont aussi pris en charge, en termes de salaire de leurs enseignants et les frais de fonctionnement, ils doivent respecter la gratuité. Mais n'oubliez pas, et je voulais souligner là aussi, dans les écoles conventionnées, il y a aussi des écoles privées. Vous trouvez une école privée catholique, une école privée protestante. Alors quand vous allez mettre votre enfant dans une école privée catholique, ne dites pas que voilà là-bas on perçoit les frais. Parce que c'est une école privée qui doit fonctionner comme une école privée. Alors il faut savoir comment vous orientez l'enfant. Il faut s'interroger sur les régimes de gestion de chaque école avant d'envoyer les enfants. Alors, lorsque vous êtes dans une école privée, l'école privée fonctionne avec les frais que les parents payent. Minerval, frais scolaires. L'école maternelle, même dans les secteurs publics, l'école secondaire. Au niveau secondaire et maternel, nous payons les enseignants, mais on ne paye pas les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, les écoles tirent des frais que les parents payent. Alors, il ne faudrait pas ici que je décrète pour dire que ne percevez rien. Mais si je dis que les écoles ne doivent rien percevoir, comment les écoles privées doivent fonctionner?
comment les écoles maternelles et secondaires doivent fonctionner. Ce que nous refusons dans le cadre de notre stratégie sectorielle, qui a 3 axes, l'accès, qualité et la gouvernance. Dans l'accès, il faut permettre à ce que tous les enfants, filles et garçons, accèdent dans les parcours scolaires sans barrière financière. Financière, voulais-je dire. Mais maintenant, dans les écoles où il n'y a pas la gratuité, au niveau maternel et secondaire, il faut aussi réduire sensiblement les frais pour que les taux des frais scolaires ou des minervales ne soient pas aussi une barrière. Voilà pourquoi, dans certaines écoles comme privées, on demande les acomptes. Alors, ce qui est prohibé ici, c'est de conditionner l'accès dans la salle de classe par la présentation d'un reçu. Ou bien, un élève qui est déjà dans la salle de classe, il est interdit qu'il soit renvoyé à la maison, ou bien ce qu'ils appellent les mécanismes de quarantaine. Vous sortez l'enfant dans la salle de classe, vous le laissez se balader dans la cour jusqu'à midi. Ça, c'est interdit. L'enfant qui est déjà dans la salle de classe ne peut pas être renvoyé. On ne peut pas aussi empêcher un enfant de quitter chez lui à la maison, venir à l'école étudier parce qu'il n'a pas payé. Mais c'est tout à fait normal que les parents qui ont mis son enfant dans une école où il n'y a pas la gratuité puissent payer. Parce qu'il faut peser les deux impératifs. Oui, allez-y, collègue. Voilà. Sur, Donc, pour les retraités, c'est vrai que avec l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, dans les sous-secteurs de l'EPST, on a eu, après état de lieu, constaté qu'on avait plus de 70 000 enseignants qui devraient aller à la retraite. Plus de 70 000. Dont l'âge variait entre 65 et 105 ans. Donc ça faisait plus de 30 ans dans notre pays qu'on n'avait jamais renvoyé un enseignant à la retraite. Alors comment redresser notre sous-secteur? Comment relever la qualité de l'enseignement? Parce qu'un enseignant qui a 105 ans dans une salle de classe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va transmettre aux enfants? Déjà, ses facultés mentales, il faut dire que faibli déjà, il ne peut pas faire des recherches, il ne peut pas donner quelque chose de meilleur aux enfants. Celui-là qui a rendu de beaux et loyaux services, il faut l'aider à aller à la retraite. Nous avons engagé les débats sur la retraite au niveau du ministère de l'EPST. Nous avons commencé la mise à la retraite des enseignants. Je crois que lorsque vous regardez les tableaux avec les enseignants retraités, nous avons envoyé au moins 4 427 sur les 70 000, mais nous avons arrêté avec l'opération parce qu'entre-temps, la SENSAP a vu le jour, en offrant d'ailleurs aux enseignants retraités de meilleures conditions. Au niveau du ministère, nous payons juste ce qu'on appelle la prime de fin de carrière. Et la pension de retraite est payée désormais par la SENSAP. Donc, ceux qui vont défiler devant les cours et tribunaux, ils viennent devant, vous dites que sans être reçus, ce n'est pas à moi de les recevoir. C'est à la SENSAP de les recevoir. Nous avons posé la question au DG de la SENSAP, il a dit, c'est lui qui a été retraité, nous avons envoyé les listes. Lorsque nous envoyons à la retraite, d'après les conditions, l'enseignant retraité doit aller à la SENSAP, se faire identifier, déposer son dossier pour qu'il soit pris en charge. Alors, au lieu d'aller à la SENSAP, ils sont en train de venir me chercher, ils vont aller devant les cours et tribunaux. Ce n'est pas là. Il faut aller à la SENSAP, on les attend là-bas pour être identifiés et pour qu'ils soient pris en charge. Je crois que nous reviendrons sur cette question avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Un petit commentaire, parce que tout à l'heure, lorsque Jacques, vous aviez posé la question sur la stratégie, pourquoi on a de rentrées apaisées alors qu'il y a quelques années, il y avait justement ces climats de tension, c'est parce que le président de la République, comme le Premier ministre et d'ailleurs, on a instauré un climat de dialogue. De dialogue parce que les défis que nous devons relever, le collègue l'a mentionné tout à l'heure, c'est des défis qui datent des décennies. Nous avons, comme j'aime à le dire souvent, on ne peut pas nous reprocher d'avoir la volonté de changer.
Vous avez vu en 2019, lorsque le programme de la gratuité a commencé, il y avait des difficultés, notamment avec l'Église. Mais c'est simplement parce qu'il y a la recette du dialogue, de la vérité sur les capacités que nous avons et la volonté politique de faire mieux. Parce que vous savez, les élèves, les enfants, c'est l'avenir. Et les défis aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'assurer l'accès à l'école à nos enfants à travers la gratuité, mais le collègue a parlé tout à l'heure d'accessibilité, de la gouvernance, mais c'est aussi les défis du rajeunissement du personnel enseignant. Et donc nous, ces efforts-là, tous les partenaires du secteur de l'éducation en ont compris la nécessité. Nous travaillons ensemble et nous pensons que ce climat, s'il est maintenu, nous permettra de relever tous les défis qui sont les nôtres. C'est parce que justement, nous sommes un gouvernement qui écoute. On va prendre la question de Martin Moudimbi. Monsieur le ministre, merci pour la parole accordée. Permettez-moi de vous féliciter pour votre prestation d'hier. Alors, deux petites questions au ministre Tony Mwaba Kazadi. Monsieur le ministre, vous allez reconnaître que vous avez eu beaucoup de démêlés avec l'Église catholique quand on a lancé la gratuité de l'enseignement autour justement des frais de fonctionnement qu'on devait allouer aux écoles dites pilotes. Je cite Elikia Boboto. Est-ce que la question a été réglée? Nous sommes au seuil de cette année scolaire nouvelle. Et puis une deuxième question, ça va faire plus de 3 décennies, on parle de la baisse du niveau de notre système éducatif, en telle enseigne qu'au jour d'aujourd'hui, nos diplômes d'État ne sont pas acceptés dans certains pays limitrophes. Est-ce que la question vous préoccupe, monsieur le ministre? Merci. Effectivement, comme toute réforme, il y a des résistances. Et c'est d'ailleurs, on peut même dire que la résistance, c'est vraiment la mesure de la réforme. Et si vraiment une réforme est fondamentale, on ne peut que être confronté à ce que vous avez souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons lancé la rentrée scolaire dans une école, dans le quartier Tchad, derrière les plateaux des professeurs. La première école publique qui vient de connaître les jours. Aujourd'hui, 4 septembre, rentrée scolaire, lancement, plus de 700 élèves au primaire. À côté, il y avait une école privée. Je vous dis qu'elle a été désertée totalement. Donc, vous sentez qu'il y avait ces besoins-là dans les coins. La gratuité a profité aux ménages et n'a pas aussi tué l'enseignant. Parce que, avant la gratuité déjà, qui a démarré en 2019, mais avant 2019, nous avions plus de 410 000 écoles. Dans les 410 000 écoles, non, il faudrait que j'ai inversé les chiffres, plus de 410 000 enseignants. Et vous avez, de l'autre côté, plus de 37 000 écoles primaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les systèmes de prise en charge des enseignants par les parents, vous avez au moins 16 écoles de référence qui profitaient de ces systèmes-là. Vous avez cité quelques-unes déjà, qui se situaient dans les grandes villes, Lubumbashi, Kinshasa, 16 écoles où les minervales étaient perçus entre 400 et même 800 $. Ça allait même jusqu'à 1 200 $. Et les parents qui avaient des moyens scolarisaient les enfants. Dans 16 écoles seulement. Et dans ces 16 écoles, il n'y avait que 500 enseignants qui profitaient de ces systèmes-là. Faites 410 000 enseignants, moins 500. Vous avez plus de 350 000 enseignants qui souffraient du système de la prise en charge des enseignants par les parents. Parce que les salaires étaient combien? C'est 35 000 francs, 135 000 francs, mais qui n'étaient pas aussi réguliers. Pendant que les autres qui étaient juste dans ces écoles qu'on appelle l'école de référence, 500 enseignants seulement, qui grâce aux minervales et frais scolaires payés par les parents, ils pouvaient se retrouver avec ceux qui disaient « moi j'avais 400 $, j'avais 500, j'avais 600 », avec l'argent des parents. Maintenant, avec la gratuité,
Vous avez vu, on est passé de 135. Aujourd'hui, les salaires de base, les salaires moyens, voulais-je dire, voilà, il y a des tableaux il nage au niveau de 400 000 francs. De 135 à 400 000 francs en 2 ans. J'aime bien toujours préciser que ce n'est pas l'idéal. Mais il faut voir d'où nous venons. En 2 ans, nous avons quitté les 135 là que les enseignants touchaient pendant 18 ans et je crois 32 ans. Mais en 2 ans, on est passé de 135 à 400. On est en train d'évoluer ça comme salaire moyen. Parce qu'il y a encore des disparités à ce niveau-là. Alors, entre-temps, plus de 350 000 enseignants ont trouvé que la gratuité, c'est quelque chose qui leur a apporté le bonheur. Mais les autres qui estimaient que la gratuité est venue les tuer, ce n'est pas le cas parce qu'on a normalisé finalement la situation de tout le monde. Et nous avons d'ailleurs trouvé les mécanismes parce qu'ils ont évoqué, c'était aussi un argument objectif, qu'il y a des écoles, quand vous citez Boboto, ils peuvent se retrouver avec 26 salles de classe ou même plus. Alors, il y a eu des compensations en termes de frais de fonctionnement. Parce que les frais de fonctionnement varient selon la taille de l'école. C'est comme ça que quand nous sommes, le gouvernement Sama Lukonde est arrivé, on a trouvé que toutes les écoles, quelle que soit leur catégorie, touchaient 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Boboto que vous citez, touchait 45 000 francs comme frais de fonctionnement. Mais c'est avec le gouvernement Sama Lukonde qu'ils sont passés de 45 000 francs à 2 450 000 francs. Alors vous allez dire que la gratuité est venue tuer Boboto, la gratuité est venue tuer toutes ces grandes écoles. Vous savez que nous avons des écoles consulaires hors frontières qui ne respectaient pas la gratuité. Nous avons pris la mesure pour dire que ce sont des écoles qui répondent à notre programme, qui sont soumises sous notre autorité. La gratuité doit être respectée même dans les écoles consulaires. En Angola, vous avez en Tanzanie, partout où nous avons des écoles consulaires, aujourd'hui la gratuité est effective. Et nous prenons maintenant en charge tous les enseignants qui enseignent dans nos écoles hors frontières et nous donnons maintenant les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement dans les écoles consulaires, c'est 7 millions de francs. Nous venons de donner, il y a déjà les mois passés, 7 millions, alors ça n'existait pas. Vous avez les écoles officielles. Les écoles consulaires. Nous avons des écoles consulaires avec les programmes congolais. Là aussi, il y a la gratuité. Tous les enfants des Congolais qui vivent à l'extérieur du pays, là où nous avons les écoles consulaires, au niveau primaire, ils étudient gratuitement. Donc nous avons exporté la gratuité même hors frontières. Alors, vous avez également la prise en charge de ces enseignants et le frais de fonctionnement que nous donnons 7 millions. Aujourd'hui, pour élever également la qualité de l'enseignement, dans les écoles non conventionnées que vous appelez officielles, nous accordons les frais de fonctionnement aujourd'hui à hauteur de 10 millions de francs. De 45 000 francs à 10 millions. Des fois, quand on entend des gens raconter des choses dans les médias, on se demande, bon, peut-être c'est par manque d'information ou c'est par mauvaise foi. Les nouvelles sont là, les tableaux sont là. Vous allez voir que personne ne partagera ceci, personne n'en parlera. Mais il faut balancer un fake news, vous allez voir, même s'il faut l'emprunter les médias, les gens sont prêts à le faire pour partager des mauvaises nouvelles. Mais les bonnes nouvelles comme ça, vous n'entendrez pas. Pour élever le niveau de la qualité de l'enseignement, je venais de lancer la rentrée scolaire sur l'instruction du Premier ministre. L'année scolaire 2023-2024 était placée sous le thème de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, la bataille, ce n'est plus la gratuité de l'enseignement. Parce que la gratuité, c'était une promesse des campagnes du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a promis que si jamais je suis élu, je vais activer l'article 43 de la Constitution. Il est élu dans son programme d'investiture, il a dit je vais activer l'article 43. Il passe au pouvoir, il active l'article 43. La gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires publiques, je m'arrête là, c'est la Constitution, est effective dans toutes les écoles et dans toutes les 60 provinces éducationnelles. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que si vous apprenez que là-bas on a perçu les frais clandestinement, nous frappons. Vous savez que le code pénal existe. Ça n'empêche pas à d'autres d'aller voler, malgré la présence du code pénal. Mais ceux qui volent, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les frappe. Alors, ce qui fait que la baisse de la qualité de l'enseignement, aujourd'hui, c'est
notre défi. La gratuité, ça a déjà fait son parcours, elle a été rendue effective. Et nous, à la tête du ministère de l'EPST, on n'est pas venu pour rendre la gratuité effective. Non. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà rendu la gratuité effective. Ça, c'était son travail, il l'a fait. Nous avons la mission de consolider et pérenniser. Tout à fait. Consolider, c'est-à-dire, partout vous dites, là-bas on a perçu les frais, nous recherchons, nous mettons la main, nous prenons les dispositions qui s'imposent. La pérennisation de la gratuité, c'est permettre à ce que, même après le président Félix, que les générations futures continuent à bénéficier de la gratuité. C'est de la fondation, c'est plus du béton. Et donc, nous avons les mesures d'accompagnement de la gratuité pour arriver à consolider et pérenniser. Pas la rendre effective, elle était déjà effective, je peux vous assurer, primaire, public, la gratuité est effective. Maintenant, les mesures d'accompagnement de la gratuité, c'est les tableaux que l'on balance, parce que très souvent, quand vous voyez les élèves étudier à même les sols, on dit gratuité et simbité. Je l'ai déjà dit ici. Ça n'a rien à voir avec étudier à même les sols. Ça touche d'ailleurs à la qualité de l'enseignement. La gratuité, c'est autre chose. On va vous dire, bon, vous voyez les classes, on était à 25, maintenant c'est 70. Les classes sont surpeuplées. Mais c'est ça l'effet de la gratuité. Vous parlez déjà de la réussite de la gratuité sans le dire. Le surpeuplement dans les salles de classe, c'est ça les résultats de la gratuité. Alors les restes, nous devons maintenant nous battre avec les mesures d'accompagnement de la gratuité, notamment la construction de nouvelles salles de classe, la construction de nouvelles écoles. Nous le faisons dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, au moins 8 écoles par territoire. Quand vous faites 8 fois 145, vous avez une idée des écoles qui seront construites et réhabilitées. À part les 145, il y a d'autres programmes de construction des écoles, nous les faisons. Il y a une école qui a été construite où nous avons lancé la rentrée aujourd'hui. Vous avez en Mbandaka, pour la toute première fois, depuis que notre pays existe comme État indépendant, on vient de construire une école pour les peuples autochtones, les pygmées. On n'en parle pas. Les gens sont prêts à partager les fake news. La qualité de l'enseignement, c'est notre bataille aujourd'hui. Pour nous, ce n'est plus la gratuité. Nous sommes dans les mesures d'accompagnement, mais les grands défis aujourd'hui, c'est la qualité. Je peux vous dire que nous, dans le cadre même des constructions des écoles, ça touche également à la qualité. L'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Nous venons de 135 000 francs. Je vous ai dit, on est aussi, les salaires moyens aujourd'hui dans les 400 000, nous évoluons. Avec le respect de tous les engagements, nous allons arriver là où l'enseignant veut qu'on arrive. Donc, ce sont des choses qui touchent à la qualité de l'enseignement et aussi d'autres mesures qu'il faut suivre. Par exemple, les épreuves certificatives, vous avez les examens d'État, les renforcements des mesures dans les centres de passation des examens, dans les centres de correction. Vous apprenez aujourd'hui, depuis qu'on a commencé la publication, avec une méthode qui protège ou qui veille aussi sur la sécurité. Aujourd'hui, c'est Tchangou, juste pour tout Kinshasa, juste la province éducationnelle de Tchangou qui sera publiée. Et même sur le plan sécuritaire, la police peut les prendre en charge, pas se localiser dans un coin. Que publier sur toute l'étendue du territoire, même à Kinshasa, ça paralyse même la circulation. Et comme la correction est aussi automatisée pour être sûr que les résultats que nous donnons sont fiables. Parce que les diplômes d'État, il n'y a pas un plus grand diplôme dans notre pays, plus que les diplômes d'État. Je dis même que le diplôme d'État est sacré. Si vous êtes à l'université, il y a la première session, il y a la deuxième session, il y a des recours ordinaires et extraordinaires. Mais au niveau de l'examen d'État, une fois qu'on a publié, c'est fini. Ou vous avez réussi, ou vous avez échoué. C'est les diplômes les plus sacrés qu'on doit protéger. Mais donc, aujourd'hui, nous sommes en train de relever les niveaux. De relever, effectivement, au niveau de la qualité. C'est vraiment le grand travail qui doit être fait dans notre pays, c'est la qualité. Regardez même les niveaux des enseignants. C'est bien de dire, on n'a pas payé l'enseignant, on n'a pas payé. Maintenant, il faut voir, regarder ces messieurs en face. Nous augmentons les salaires, mais il faut maintenant voir, est-ce qu'il est qualifié, oui ou non. Il y a avec le concours de la Banque mondiale, on est en train de mettre en place des mécanismes pour que les enseignants soient recrutés sur concours. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver dans une salle de classe comme ça, vous prenez la clé, vous commencez à raconter des bêtises aux enfants d'autrui. Donc, nous allons augmenter les salaires, améliorer les conditions, mais nous allons fermer les portes pour accéder comme enseignant dans la salle de classe
il faut être qualifié. Nous allons assurer la formation initiale, la formation continue. C'est vraiment toute une série de mécanismes. Monsieur le ministre, pour il faudra peut-être un autre plateau spécial pour revenir que sur cette question de la qualité. On va progresser dans cet exercice, mais il y a lieu de relever que c'est que le ministre disait tout à l'heure. Nous, on parle justement de fondation parce qu'aujourd'hui, le processus de la gratuité qui a été lancé dans les secteurs de l'EPST est un processus irréversible. Autant ça le sera pour le processus de la couverture de santé universelle. On va grignoter quelques minutes. Vous avez par exemple, excusez-moi collègue, les phénomènes 100%. Je n'ai aucun contrat avec les écoles pour les phénomènes 100%. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas les écoles qui passent les examens, ce sont les finalistes. C'est lui qui réussit, il passe, il a son diplôme, au moins vous avez le niveau. Mais vous décriez la qualité. Moi, je pose la question publique. Est-ce que les parents sont disposés à ce que le niveau de leurs enfants soit élevé? Quels sont ces parents qui voient un enfant venir avec 50% et lui dire « je ne suis pas d'accord, il faut reprendre ». Est-ce que vous acceptez qu'un enfant échoue? Parce que nous voyons même les réseaux sociaux, les parents, pourquoi mon enfant a échoué? Mais qui a dit que c'est les ministres qui corrigent? Les ministres ne corrigent pas. La correction est automatisée. La correction est automatisée. On ne voit même pas le nom objectif des élèves. Aujourd'hui, vous allez voir, quand nous publions les résultats, il y a des chefs d'établissement qui abandonnent l'établissement, qui fuient. Vous fouillez quoi? Parce que les élèves ont échoué, les chefs d'établissement ferment les portes, ils fouillent. Il a fui pourquoi? Parce qu'au lieu de former les enfants, il va prélever les $100 pour dire frais de suivi. Maintenant, il a perçu les frais, il ne sait pas où faire le suivi parce que toutes les portes et fenêtres ont été fermées. Il faut les arrêter, voilà. Monsieur le ministre. Tout ce qu'on demande, c'est que arrêter. les finalistes qui nous suivent de se mettre au travail. Voilà, on va prendre la question de Marlon Kachamou et puis on prendra peut-être une ou deux questions à Lingala pour terminer cet exercice parce que nous allons grignoter quelques minutes au journal télévisé de la télévision nationale. Rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Marlon Kachamou. Monsieur le ministre, nous profitons de ces micros pour présenter nos condoléances à un confrère, à la famille biologique d'un confrère, Stéphie, qui est décédé, mais également à toute la corporation. Alors, ma question n'a pas trait à ce qui se passe à l'EPST, moins encore à la rentrée scolaire. Ça vous ressemble tellement. Je vais revenir sur un fait qui s'est passé il y a quelques mois, c'est la mort de Chérubin Okende. Alors, il y a un rapport de l'AG et de l'ANER qui dit ceci, j'ai lu la dernière partie. En conclusion de ce qui est relevé, les informations obtenues d'un agent œuvrant à la DEMIAP et de diverses sources contactées, l'invitation à la Cour constitutionnelle tire sa source sur la propriété d'un immeuble situé dans le quartier Montfleury, acheté par l'honorable Okende, dont un responsable du cabinet du président de la République convoitait et désirait acquérir. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Communication et Médias. Il y a également la position de Jeune Afrique en rapport avec l'assassinat de Chérubin Okende, après examen, qui déclare que l'ancien ministre des Transports avait été tué dans les installations de la DEMIAP. Qu'en dites-vous? S'il vous plaît, je peux terminer. Qu'en pensez-vous? Alors, une autre question encore qui m'a été posée, mais je vous la pose aussi. Il s'agit bien évidemment des élections qui pointent déjà à l'horizon. Alors, croyez-vous qu'elles seront crédibles quand l'on sait pertinemment qu'il y a une seule tribu qui est en train de trôner au niveau de la CENI? C'est un Moulouba, Cour constitutionnelle, un Moulouba, BCC, un Moulouba, je dirais même ministre des Finances s'il est Moulouba. Qu'en pensez-vous? Je termine la dernière question. Je pose la dernière question. Que pensez-vous de l'incident créé autour de la résidence de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, qui a assuré la passation de pouvoir de manière pacifique, mais également sénateur à vie? Je termine. Convenons-nous bien, Monsieur Marlon Kachamou, vous voulez la polémique. Non, je pose ma question. Mais je veux, parce que vous avez posé vos questions, je peux vous répondre par des questions. Sur votre première question... Je ne répondrai pas. Bon, écoutez, c'est les beaux rôles. Hier, j'étais sur le plateau de la RTNC, je posais des questions. Pour votre prestation. Merci. Alors, Monsieur Marlon Kachamou, le rapport que vous attribuez à l'ANR, vous êtes sûr que c'est un rapport de l'ANR? C'est à vous de me le dire. Écoutez, parce que, et c'est franchement dommage,
que des médias que nous connaissons crédibles comme RFI, comme Jeune Afrique, je ne vois pas malheureusement Pascal Moulega dans la salle, il aurait pu nous édifier. Lorsque vous regardez... Ah, il est là. Bon, lorsque vous regardez ces fameux rapports, quand vous commencez simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc., regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Parce qu'on aurait voulu, moi je suis ministre de la Communication et des Médias, nous sommes disponibles, on aurait voulu que RFI ou Jeune Afrique nous appellent pour nous dire, Monsieur le ministre, vous pensez quoi de ces rapports? On aurait donné des réponses. À défaut de nous joindre, on aurait pu contacter l'ANR ou les ministères de l'Intérieur pour... C'est justement ça le travail que nous avons appris à l'IFACI, confronter les sources. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Parce que ce n'est pas du devoir du gouvernement de parler des questions de la justice dont on n'a pas le détail, mais vous avez vu que de manière transparente, depuis les débuts de ces crimes, qui nous a tous touchés dans notre fort intérieur, parce que le ministre Chérubin, pour moi, c'était un aîné, avant même que nous soyons au gouvernement, et donc nous sommes tous affligés, nous partageons la peine de sa famille. Et donc, il y avait des enquêteurs belges, sud-africains, du Bureau conjoint des Nations Unies, des experts congolais. Il y a eu 5 ou 6 équipes qui ont travaillé activement autour du parquet pour faire la lumière sur ces procès. Alors, s'il y a des gens qui ont un rapport et qui ont déjà les verdicts, pourquoi n'ont-ils pas versé, nous les disions ici, tous ces éléments au niveau du parquet? Et donc, vous voyez qu'il y a une volonté délibérée d'écarter les Congolais et la famille de l'honorable Okende qui est en train d'attendre l'expertise, si vous ne voulez pas croire à des compatriotes congolais, mais il y a les Sud-Africains, il y a les Belges, il y a des Français, même des Américains du FBI qui devaient être associés dans l'enquête. Pourquoi on ne veut pas attendre? Et donc, je crois que quand la protestation arrivera, il sera du devoir de ces médias de rectifier parce que finalement, ils auront fait l'objet de relais d'une campagne de manipulation qui vise à discréditer le travail de la justice qui est en cours. Les temps de la justice, c'est les temps de la justice. Le moment venu, le parquet, suivant ses méthodes, communiquera, mais il est hors des questions que vous, lorsqu'on vous pose justement cette question, de penser même venir me la reposer parce que le document tel que vous le voyez, c'est un document qui est totalement faux. Alors, à votre deuxième question, c'est quand même assez dangereux. Dans un pays qui se veut être une nation, on ne peut pas parler des nations lorsqu'on parle des tribus. Je crois que vous faites les relais des propos, même si vous ne voulez pas le citer, je l'ai suivi dès l'abbé Chollet. C'est extrêmement dangereux que ces propos viennent de lui. Parce que justement, je ne voudrais pas aller là où vous êtes, mais je peux vous donner des exemples. En 2011, qui était président de la CENI? Qui était président de la Cour constitutionnelle? Qui était président de la République? Qui était ministre de Finances? Est-ce que vous aviez entendu quelqu'un à l'époque venir dire tout c'était du Katanga? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous voulons parler nation, nous définir par les tribus? C'est extrêmement dangereux d'avoir une attitude de cette nature à un moment où nous sommes à 3 mois des échéances qui sont attendues. Moi, je suis élu de Kinshasa, mais mes parents ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Comment j'arrive à être élu à Kinshasa s'il n'y a pas dans les chefs des Kinois ces sentiments d'appartenance collective à une nation? Et donc, il faut cesser d'exacerber cette question des tribus. Nous en avons parlé en conseil avec le ministre Yves Moukoulou qui a présenté un projet de loi dans ces sens-là. Nous espérons que cela va aboutir parce qu'il faut que nous bannissions l'identification par la tribu. Vous êtes Congolais, je suis Congolais. Certains rajoutent ce que vous savez qu'ils rajoutent. Moi, je ne les rajoute pas. Mais aimons le Congo et travaillons pour le Congo. Alors, sur votre dernière question, je vois qu'il y a toujours beaucoup de polémiques qui viennent. Mais il faut regarder la question dans le fond. Moi, j'ai
n'ai pas suivi la question dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que si vous voulez aller rapidement au Kempinski et au Pullman, ne passez-vous pas devant le Palais de la Nation. Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le Palais de la Nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là, à toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors l'exhortation, c'est qu'il faut aller à la source. J'ai vu Yves Abdallah aller sur terrain, j'ai vu son reportage, je lui ai demandé de faire davantage. Comme ça, vous pouvez venir mieux nous édifier. Vous pouvez prendre des témoignages de ceux qui ont toujours vécu dans ces quartiers-là pour être sûr que nous ne racontons pas des histoires sous des prismes politiciens. Et donc, si aujourd'hui, nous tous, nous pouvons circuler devant le Palais de la Nation, qui est un des sites stratégiques, il faut considérer que si cela ne gêne pas la conduite ou les différents aménagements, on peut passer devant la résidence de tout le monde. Et donc, voilà plus ou moins la réponse à vos questions provocatrices et des questions polémiques. Merci. On va terminer avec... on va prendre la question des Dichala et les questions en lingala pour notre ami Peguine Sassa pour terminer. S'il vous plaît, rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour l'opportunité. Ma question est brève. Avec tout ce que vous avez dit, vous pensez que l'inspection de l'enseignement peut vous permettre d'atteindre les objectifs? Amélioration de la qualité et tout ça. Les inspecteurs ont carrément déserté les écoles, sauf au moment de l'examen d'État. Est-ce qu'il a du personnel, cette inspection? Voilà. Voilà, on va prendre les questions en lingala, comme ça le ministre pourra répondre aux deux directement. Allez-y, Monsieur Peguine Sassa. Oh, c'est Matige. Merci, Excellence, de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui. Dans l'Ingala, ministre Tony Mwaba, félicitations. Même si Moutabo Ondima, mais Moussala Moussa Osala, Osala bien. Des questions dans les aboués. Bah, école Moussoussou, surtout dans la ville de Kinshasa, soko tali condition, il y a école Moussoussou, lokola ki coucou. Même place à Sakanayabana na récréation exate. Soko tali même condition na yango exate. Mais au Betara, c'était surtout pour la sanction. Jacques Moulou Altiko, tout dans question et rentrée scolaire zongi lelo, mais na l'école Moussous il y a l'État, bazo exiger mongo, mais ba changer en terme que montagne ya bouyi, mongo ya bouyi, ba bouyi ko localiser comme Minerval pour ba violer loi que ba violer les gratuité et enseignement. Ba sanction nini oyo ozo pesa pe ozo rassurer na batu surtout ba école ya mbika ki kuku oyo même place à c'est soulager à ba nezate. Question monsieur pas ministre pour la aussi lisa. Oui. Pour la aussi lisa. Excellence Patrick Mouya. Na nyonso yo to mona est-ce que na RTNC ba RTNC nyonso ya Kongo Mubimba. Ko sa style que civisme, pe géographie, pe histoire ya mboka et tiamaka en tout moment pour na mboka na tout un problème ya civisme vraiment. Yangwana vraiment. Merci beaucoup. Merci. Heureusement que Tozana ministre de l'Éducation a eu un programme civique. D'ailleurs, Mokonzambo Kalobaki na conseil de ministre, il faut tout à la nengenini torozongi sa salut au drapeau. Hein? Comment on peut faire et c'est zongi voilà monsieur le ministre donc Aoki Koyano la namituna nyoso monsieur le ministre vous pouvez Merci répondre. Beaucoup collègues. Je voulais commencer par souligner que nous cheminons. Oui, en français puis en lingala. En français pour la question des nous cheminons vers les élections
et traversons une période de désinformation et manipulation de l'opinion. Et malheureusement, même les médias, tout à l'heure vous avez dit que les médias que vous respectez beaucoup, mais ce sont des médias de propagande qui se sont également mêlés. La question là de tribalisme et consorts, je crois que c'est parmi les mots qui sont à la base de la hiérarchie de notre pays. Lorsque vous faites un tel constat, d'abord il faut être tribaliste pour commencer à compter. Vous regardez au gouvernement, 55 membres du gouvernement. Il ne faut pas dire seulement que bon, finance, EPST, celui-là, mais il faut regarder sur 55 membres du gouvernement, il y a combien? Sur combien? Vous allez voir que nous sommes toute une nation. En commençant par la présidence et les directeurs des cabinets du chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais eu un directeur du Kasaï. Donc ça sera vraiment méchant. Vous allez au Sénat, que ce soit dans les bureaux ou dans la configuration, 108 sénateurs, y compris un sénateur à vie. Combien de Kassens il y a? Vous avez Assemblée nationale, 500 députés. Faites la moyenne pour voir qu'est-ce qu'ils font. Un jour, si je l'ai dit, un jour, j'ai fait la première mise en place à l'EPC des provinciaux. Quelqu'un vient me dire que, monsieur le ministre, on a constaté que dans ce que vous avez fait, 60% ils sont de l'Équateur. J'ai dit, tu viens de m'informer, moi je ne savais pas. Moi j'ai nommé les gens en fonction de leurs compétences. Donc tu es tribaliste. Parce que quand vous vous mettez dans les coins, vous commencez à regarder, vous prenez les CV, vous regardez les visages des gens, vous devenez dangereux et ce n'est pas bon. Donc ce sont des choses, quand on manque d'arguments objectifs, on entre dans la subjectivité et c'est triste. Je voulais même terminer en disant, quand vous regardez même dans l'opposition, pourquoi on ne compte pas aussi les Louba qui sont dans l'opposition aussi, qui combattent leurs propres frères? Tokei na mutuna ya uyotuni na lingala. Non, il y a une question sur l'inspection. Oui, tout à fait. Au niveau du ministère, il y a l'inspection scolaire. À l'EPST, on n'a pas besoin de la police, on n'a pas besoin de l'armée. Notre police, c'est l'inspection scolaire. Et le texte qui crée l'inspection dit que l'inspection, c'est les bras séculiers du ministre. L'instrument que l'État m'a donné, m'a confié pour régler la qualité de l'enseignement, c'est l'inspection. L'inspection qui doit jouer ce rôle-là. C'est vrai, vous avez raison, que l'inspection avait longtemps démissionné. L'année passée, c'était une année scolaire qui était dédiée à l'inspection. On a parlé de l'année du réveil de la trilogie inspectorale pour que l'inspection se réveille et fasse son travail. Et vous allez, si vous suivez l'actualité, comprendre que chaque mercredi, l'année scolaire a repris. Chaque mercredi, nous avons les itinérances. Tous les cadres du ministère de l'EPST ne travaillent pas mercredi dans les bureaux, ils sont sur terrain. Nous accompagnons l'inspection, les inspecteurs. Mais il y a aussi un fait. Et je l'ai constaté, vous pouvez être politique avec les plus grands programmes, les plus beaux programmes du gouvernement, mais si vous n'êtes pas accompagné par l'administration, vous ne ferez rien. L'inspection, aujourd'hui, 80%, ce sont des inspecteurs qui sont éligibles à la retraite. Et sur cette question-là, c'est sérieux. On doit organiser un autre concours, recruter des jeunes, remercier tous ces vieux inspecteurs qui ont fait leur temps, qui ont rendu des beaux et loyaux services à la nation, pour permettre à ce que les 100 nouveaux puissent nous aider à accompagner. Moi, j'ai fait un constat dans tous les services du ministère. Là où il y a des jeunes, les services qui sont dirigés par les jeunes, vous sentez que le rendement est différent.